Melania Trump traverse une tempête médiatique d'une ampleur inédite. Tandis que son film documentaire subit un désastre commercial au box-office, des documents explosifs ressurgissent du passé. Des courriels datant de 2002, des liens troublants et une histoire qui revient la rattraper au pire moment qui soit. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre dans cette vidéo dépasse largement un simple échec cinématographique. On parle de révélations qui ébranlent les fondements même de l'image que Melania Trump s'est toujours efforcée de projeter. Commençons par le début. Ce week-end devait marquer le grand moment de Melania Trump, la sortie internationale de son documentaire simplement intitulé Melania, un film financé avec 40 millions de dollars de droits de licence versés par Amazon, auxquels s'ajoutent 35 millions supplémentaires pour le marketing et la promotion. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes. Le Guardian ne mâche pas ses mots dans sa critique. Je cite, « Il ne fait aucun doute qu'il existe matière à un excellent documentaire sur ce parcours, d'un mannequin de Slovénie au mariage avec un magnate de l'immobilier new-yorkais. Mais ce film est un désastre total. » La critique poursuit, qualifiant le documentaire de pièce élaborée de taxidermie de créateurs, horriblement surévaluée et glaciale au toucher. Des mots sévères, mais qui reflètent un consensus médiatique pratiquement unanime. Et les chiffres sont éloquents. Dans plusieurs cinémas à travers les États-Unis, pas un seul billet n'a été vendu. Zéro. Un collectif britannique appelé Led by Donkeys s'est même amusé à filmer des salles complètement désertes lors des projections au Royaume-Uni. Mais attendez, car la véritable catastrophe ne fait que commencer. La première mondiale au Kennedy Center à Washington, D.C. devait être un instant de consécration. Tapis rouge, crépitement des flashs, l'élite politique au rendez-vous, sauf que personne ne s'est présenté. Un micro restait ouvert à capter l'intégralité de la scène. Les journalistes présents ne dissimulaient pas leur stupéfaction. Où sont-ils tous? Pouvait-on entendre. La liste des absents est sidérante. Baron Trump, le propre fils de Melania, absent. Eric Trump, absent. Lara Trump, absente. Tiffany Trump, absente. Ivanka Trump, absente également. Mais ce n'est pas tout. Côté politique et médiatique, même constat. J.D. Vance, le vice-président, absent. Kristi Noem, absente. Pam Bondi, absente. Carrie Lake, absente. Kellyanne Conway, absente. La liste s'allonge. Brett Bayer, Kash Patel, Sean Duffy, Peter Navarro, tous absents. On entend même quelqu'un dire sur l'enregistrement « C'est tellement embarrassant, c'est étrange que personne ne vienne ». Imaginez la scène. Vous êtes Melania Trump, vous avez engagé des dizaines de millions dans ce projet et votre propre famille ne prend même pas la peine de se déplacer. Le message est limpide et brutal, mais la véritable bombe devait encore exploser. Pendant que Melania s'efforçait de maîtriser son récit à travers ce documentaire, le département de la justice américain, dirigé par l'administration de son propre mari, a rendu public des documents liés à une affaire qui a secoué l'Amérique, l'affaire Epstein. Et dans ces documents, le nom de Melania Trump apparaît, pas une fois en passant, mais dans des courriels détaillés qui dévoilent une toute autre histoire que celle racontée dans son film. Le courriel le plus explosif est daté du 23 octobre 2002. Il est adressé à Ghislaine Maxwell. Oui, celle-là même, la complice condamnée de Jeffrey Epstein dans une affaire de réseau illicite impliquant des mineurs. Le ton du message est cordial, presque amical. Melania utilise le surnom G pour s'adresser à Ghislaine Maxwell. Elle la complimente sur une photo de couverture du New York Magazine consacrée à Jeffrey Epstein. Je vous lis des extraits. « Cher G, comment vas-tu ? Bel article sur Jeffrey dans le New York Magazine. Tu es superbe sur la photo de couverture. Je sais que tu es très occupé à voyager à travers le monde. Comment se passe Palm Beach? J'ai hâte d'y descendre. Appelle-moi à ton retour à New York. Passe un bon moment. Je t'embrasse, Melania. » Permettez-moi de replacer cela dans son contexte.
En 2002, au moment de ce courriel, Donald Trump qualifiait publiquement Jeffrey Epstein de type formidable qui aime les femmes plutôt du côté jeune. C'est également la période où Mar-a-Lago, la propriété Trump à Palm Beach, était fréquemment évoquée en lien avec le cercle d'Epstein. Et Melania, dans ce message, exprime son impatience de descendre à Palm Beach et demande à G de l'appeler. Le problème, Melania avait toujours nié avoir eu des liens significatifs avec Epstein ou Maxwell. Pour saisir pourquoi ces révélations sont si détonnantes, il faut revenir à un conflit juridique récent. Michael Wolff, l'auteur qui a écrit plusieurs ouvrages sur Donald Trump et qui avait également interviewé Jeffrey Epstein pendant de nombreuses heures pour un projet biographique, avait formulé certaines allégations. Il suggérait que Melania Trump entretenait certaines connexions avec Epstein et Maxwell. La réaction de Melania? Une menace de poursuite d'1 milliard de dollars. Oui, 1 milliard. Elle exigeait que Wolff se rétracte, présente des excuses publiques et retire ses déclarations qu'elle qualifiait de complètement fausses et totalement diffamatoires. Mais voilà où ça devient captivant d'un point de vue journalistique. Wolff n'a pas reculé. Au contraire, il a poursuivi Melania devant les tribunaux de l'État de New York. Et Melania, selon les documents judiciaires, aurait esquivé l'assignation, se cachant littéralement pour ne pas recevoir la plainte de Wolff. Puis elle aurait tenté de faire transférer l'affaire en Floride ou de la faire rejeter, arguant que Wolff n'avait pas pu la notifier, précisément parce qu'elle se dissimulait. Et la contre-poursuite d'1 milliard de dollars qu'elle avait promise, elle n'a jamais été déposée. Maintenant, ces courriels refont surface exactement au moment de la sortie de son film. Le timing ne pouvait pas être pire pour elle, ni plus révélateur pour nous. Mais les documents publiés ce week-end ne concernent pas uniquement Melania. Ils contiennent également des informations sur Donald Trump qui méritent d'être rapportées, aussi difficiles soient-elles. Un document référencé sous un code interne contient des résumés d'entretien, notamment avec des personnes détenues en lien avec l'affaire Epstein. Les témoignages sont troublants et font référence à des comportements graves impliquant plusieurs personnalités publiques, pas seulement Donald Trump. Ces documents mentionnent également d'autres noms connus, Harvey Weinstein, le Prince Andrew, Glenn Dubin et d'autres figures publiques. C'est un réseau complexe qui est mis au jour et ces informations soulèvent des interrogations majeures. Il est important de préciser que ces documents proviennent de sources officielles du département de la justice et font partie du dossier public de l'affaire Epstein. Ce ne sont pas des rumeurs ou des spéculations, mais des éléments versés au dossier judiciaire. Revenons au documentaire de Melania, car un détail particulier mérite notre attention. Le choix du réalisateur, Brett Ratner. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est un réalisateur hollywoodien qui n'a plus tourné de film depuis plusieurs années suite à de multiples accusations de comportements inappropriés survenus pendant le mouvement MeToo. Mais il y a un autre détail fascinant. Le nom de Brett Ratner apparaît également dans les courriels Epstein. Il figurait sur une liste d'invités pour une fête organisée dans les Caraïbes. Lors d'une interview sur le tapis rouge, on a demandé à Melania pourquoi elle avait choisi Ratner, compte tenu de son absence de la scène cinématographique. Sa réponse, il était très talentueux et il comprenait ma vision. Le choix de ce réalisateur en particulier, au vu de son propre passé et de ses connexions révélées dans les documents Epstein, soulève des questions sur le jugement de Melania Trump et sur les véritables raisons derrière ce projet documentaire. Ce qui rend toute cette affaire particulièrement intéressante d'un point de vue journalistique, c'est le contraste flagrant entre le récit que Melania a tenté de construire et la réalité qui émerge. Dans son documentaire, Melania se présente comme une femme élégante, victime d'un traitement médiatique injuste, une immigrante qui a réussi grâce à son talent et son travail acharné. Mais les faits racontent une histoire différente. Par exemple, Melania a longtemps affirmé détenir un diplôme universitaire en architecture. Les vérifications ont démontré qu'elle n'a jamais achevé ses études.
Elle s'est présentée comme un top modèle international. La réalité, elle travaillait principalement pour des catalogues et des magazines moins prestigieux avant de rencontrer Donald Trump. Et cette rencontre elle-même a eu lieu au Kit Kat Club, un établissement connu de New York, dans des circonstances qui contrastent fortement avec l'image glamour qu'elle tente de projeter. L'agence de mannequins qui la représentait était réputée pour introduire de jeunes femmes européennes auprès d'hommes fortunés. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait documenté. L'échec de ce documentaire ne se limite pas aux États-Unis. À l'international, la réception a été tout aussi catastrophique, voire pire. En Afrique du Sud, le film a été purement et simplement interdit de diffusion. La raison officielle, les controverses entourant la famille Trump et leur politique. La réaction de l'administration Trump à cette interdiction, Cathy Miller, l'épouse de Stephen Miller, a suggéré que c'était dû à des préjugés anti-blancs. Une déclaration qui a elle-même suscité une controverse supplémentaire. Au Royaume-Uni, comme je l'ai mentionné, le collectif Led by Donkeys a documenté des salles de cinéma désertes lors des projections. Leurs vidéos sont devenues virales, ajoutant l'humiliation publique à l'échec commercial. En Europe, les critiques ont été tout aussi sévères, beaucoup qualifiant le film de propagande mal déguisée plutôt que de documentaire authentique. Un moment particulièrement révélateur s'est produit lors d'une projection privée à la Maison-Blanche organisée avant la première publique. Plusieurs PDG de grandes entreprises technologiques y ont assisté, dont Tim Cook d'Apple. Et cette présence n'est pas passée inaperçue. Les employés d'Apple ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux internes et sur les plateformes publiques. Beaucoup ont remis en question la décision de leur PDG d'assister à cet événement, compte tenu des controverses entourant la famille Trump. Cette réaction interne chez Apple reflète un malaise plus large dans la Silicon Valley. D'un côté, ces entreprises doivent maintenir des relations avec l'administration en place. De l'autre, leurs employés et leurs utilisateurs ont des valeurs souvent en contradiction avec celles de cette administration. Le cas de Tim Cook illustre parfaitement cette tension. Sa présence à la Maison-Blanche pour ce film a été perçue par beaucoup comme une légitimation d'un projet de propagande. Les moments capturés sur le tapis rouge de la première au Kennedy Center révèlent un malaise palpable. Dans un extrait devenu viral, un journaliste pose une question apparemment anodine à Donald et Melania Trump. Qui seriez-vous aujourd'hui si vous ne vous étiez jamais rencontrés? La réponse de Donald est évasive et désintéressée. Melania, quant à elle, semble chercher ses mots. Nous serions tous à des endroits différents, je suppose, dit-elle finalement. Le journaliste poursuit. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de ce film? La réponse de Melania est un catalogue de termes génériques, de l'émotion, de la passion, du chagrin, de la tristesse, de la célébration, de l'amour. Mais ce qui frappe le plus dans ces extraits, c'est le langage corporel. Donald Trump paraît profondément mal à l'aise, évitant le regard de sa femme, regardant ailleurs. Melania elle-même semble tendue, comme si elle portait un masque sur le point de se fissurer. Ces moments non scénarisés révèlent souvent davantage que n'importe quel documentaire soigneusement monté. Une question centrale émerge de toute cette affaire. Pourquoi ce documentaire maintenant? Plusieurs théories circulent parmi les analystes politiques. La première, Melania Trump tente de réhabiliter son image avant une éventuelle future campagne présidentielle de son mari ou même une carrière politique personnelle. La deuxième théorie, ce documentaire est une tentative de contrôler le récit avant que d'autres ne le fassent. En racontant sa propre version de l'histoire, même embellie, elle espérait peut-être devancer les révélations compromettantes. Si c'était le cas, le timing n'aurait pas pu être pire. La publication des documents Epstein par le département de la justice, dirigé par l'administration Trump elle-même, a complètement anéanti cette stratégie. La troisième théorie, plus cynique, suggère que ce documentaire était simplement une opération commerciale,
Avec 40 millions de dollars versés par Amazon pour les droits, c'était une opportunité financière trop belle pour être manquée, indépendamment de la qualité du produit final ou de son impact sur l'image publique. Au-delà du cas spécifique de Melania Trump et de son documentaire raté, cette affaire soulève des questions plus profondes sur notre époque. Premièrement, elle illustre les limites du contrôle du récit à l'ère numérique. Vous pouvez investir des dizaines de millions dans un projet de relations publiques, mais si les faits vous contredisent, aucune somme d'argent ne peut altérer la vérité. Deuxièmement, elle démontre que même les personnes les plus puissantes ne peuvent pas effacer leur passé. Les courriels de 2002 étaient là, attendant dans des serveurs, dans des archives judiciaires. Tôt ou tard, ils allaient refaire surface. Troisièmement, cette affaire montre la puissance et l'importance du journalisme d'investigation. Sans les journalistes qui ont fouillé dans ces documents, analysé ces courriels, vérifié les faits, nous n'aurions qu'une version édulcorée de l'histoire. Et finalement, elle souligne l'importance de la cohérence entre les actions publiques et privées. Les connexions de Melania avec Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein étaient peut-être innocentes à l'époque. Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais son déni catégorique de ces connexions, suivi par la preuve documentée de leur existence, a créé un problème de crédibilité insurmontable. Alors, où en sommes-nous après ce week-end tumultueux? Melania Trump possède un documentaire qui restera probablement dans l'histoire comme l'un des plus grands échecs cinématographiques jamais enregistrés. Des salles vides, des critiques assassines, et même sa propre famille qui n'a pas jugé bon de se présenter à la première. Mais plus important encore, elle fait face à une crise de crédibilité majeure. Les courriels révélés dans les documents Epstein contredisent directement ses affirmations publiques. La bataille juridique avec Michael Wolff, qu'elle semblait avoir gagnée par intimidation, se retourne maintenant contre elle avec la publication de preuves documentaires. Le choix de Brett Ratner comme réalisateur, compte tenu de son propre passé et de ses connexions révélées, soulève des questions sur son jugement et ses priorités. Et tout cela se produit dans un contexte plus large où l'affaire Epstein continue de hanter l'élite américaine, révélant des connexions et des comportements que beaucoup espéraient voir enterrés à jamais. Cette histoire n'est pas terminée. Les documents publiés ce week-end ne sont probablement que le commencement. D'autres révélations pourraient suivre, d'autres noms pourraient être dévoilés, et l'impact sur la perception publique de la famille Trump pourrait être durable. Ce qui est certain, c'est que le week-end que Melania Trump espérait être un triomphe s'est transformé en catastrophe. Et dans un monde où chaque courriel, chaque photo, chaque connexion laisse une empreinte numérique, il devient de plus en plus difficile de réécrire l'histoire selon ses propres termes. Pour ceux qui s'intéressent à la politique américaine, à l'influence des médias ou simplement à la façon dont la vérité finit toujours par émerger, cette affaire offre des enseignements précieux. Le pouvoir a ses limites. L'argent ne peut pas acheter la légitimité, et à l'ère de l'information, le passé ne disparaît jamais vraiment. Abonne-toi pour plus d'analyses. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette affaire. Je lis tout le monde